Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la troisième partie du cours de la normalisation des bases de données relationnelles, à savoir la deuxième forme normale. Alors, quelles sont les conditions que doit respecter une base de données ou bien une table d'une base de données pour qu'elle soit en deuxième forme normale? C'est ce qu'on verra dans la suite de cette vidéo. Nous avons déjà dit dans la première partie du cours que les formes normales s'emboîtent, c'est-à-dire le respect de la forme normale du niveau supérieur implique le respect de la forme normale du niveau inférieur. Si vous voulez revenir à cette vidéo introductive du cours, vous trouverez son lien dans la description de cette vidéo. Alors pour qu'une base de données ou une table soit en deuxième forme normale, la première condition c'est qu'elle doit être déjà en première forme normale, c'est-à-dire qu'elle doit respecter la condition relative à la première forme normale, à savoir l'atomicité des données. Vous trouverez aussi le lien de la vidéo dans laquelle nous avons vu la première forme normale dans la description ci-dessous. Donc pour arriver à la deuxième forme normale, nous devons ajouter une deuxième condition. Et on peut résumer les deux conditions de la deuxième forme normale comme suit. La première condition, c'est que la table doit être déjà en première forme normale. Et la deuxième condition, c'est que les attributs non clés de la table doivent dépendre complètement et non partiellement de la clé primaire. Dans une table ou une relation, nous avons toujours des attributs qui jouent le rôle de la clé primaire et des attributs non clés. Donc pour qu'une base de données ou une table d'une base de données soit en deuxième forme normale, ces attributs non clés doivent dépendre complètement de la clé primaire et non partiellement. Pour clarifier au mieux cette deuxième condition, nous allons étudier l'exemple de la table étudiant cours que nous avions déjà traité précédemment. Donc là, nous avons la table étudiant cours et on va vérifier la première condition. Est-ce que cette table est en première forme normale? La réponse est oui, parce que tous les attributs que vous voyez ici sont atomiques. Il n'y a pas un attribut qui contient des valeurs multiples ou bien des listes de valeurs. Maintenant, on va vérifier la deuxième condition. Est-ce qu'elle est respectée ou pas? Puisque la deuxième condition dépend des clés primaires, on doit identifier les clés primaires de cette table. À noter que pour les clés primaires, ça dépend des exercices et des cas que vous pouvez avoir. Il y a des exercices où l'on vous donne la clé primaire et d'autres cas, comme celui-ci, on ne vous la donne pas. Donc on doit comprendre la situation et analyser pour relever la clé primaire. Pour cette table, on fera une analyse attribut par attribut ou colonne par colonne pour identifier les clés primaires et l'on commencera par numéro étudiant. Est-ce que cet attribut identifie chaque ligne de cette table de manière unique? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait un étudiant qui ait suivi plus de 2 cours. Donc un numéro d'étudiant sera répété 2 fois. Et lorsqu'on a un attribut ou bien une valeur d'un attribut qui se répète 2 fois, il ne peut pas être une clé primaire. Passons aux attributs prénom étudiant, nom étudiant et la date d'inscription de l'étudiant sur le site. Ces attributs aussi ne peuvent pas jouer le rôle de clé primaire parce qu'on peut avoir des étudiants ayant le même nom, même prénom, et plusieurs étudiants peuvent être inscrits sur le site le même jour, donc ils peuvent être sujets à des répétitions de valeurs. De même pour les mails, qui peut se répéter 2 fois comme le cas de numéro d'étudiant. S'il y a un seul étudiant inscrit dans plusieurs cours, donc son email va se répéter plusieurs fois. Et donc, aucune de ces 5 colonnes relatives aux étudiants ne peut être une clé primaire. Pour la colonne code cours, il se peut qu'on ait un cours suivi par plusieurs étudiants. Donc le code cours lui aussi va se répéter plusieurs fois et donc on ne peut pas l'utiliser pour identifier chaque ligne ou bien chaque enregistrement de cette table de manière unique. De même aussi pour le nom du cours. Pour le code professeur, on peut avoir un professeur qui propose de différents cours, donc le code du professeur et même nom et prénom professeur peuvent se répéter et donc ils seront inutilisables comme clé primaire pour identifier chaque ligne de cette table de manière unique. Et pour les 3 dernières colonnes qui restent, c'est clair qu'il est impossible qu'elles soient des clés primaires. Tout simplement parce que plusieurs étudiants peuvent s'inscrire le même jour dans le même cours, plusieurs cours peuvent être proposés au même prix, et les grades, c'est trivial qu'ils vont se répéter car des étudiants peuvent avoir le même grade. Donc toutes ces colonnes sont sujettes à des répétitions dans leur valeur. Alors là, on a étudié les attributs un par un et on a conclu qu'on ne peut pas utiliser une seule colonne ou bien un seul attribut comme clé primaire. Et là, on aura retour à ce qu'on appelle les clés primaires composites. Les clés primaires composites
sont les clés qui peuvent se composer de deux ou plusieurs attributs ou bien de deux ou plusieurs colonnes. Alors là, quelles sont les colonnes qui peuvent composer notre clé primaire dans notre table? En réfléchissant un peu, puisque chaque ligne ici représente un cours suivi par un étudiant. Donc, un cours suivi par un étudiant. On parle de cours et étudiant. C'est comme si une ligne va se focaliser sur étudiant et cours en même temps. Donc, la clé primaire sera composée d'une colonne qui représente l'étudiant et d'une autre colonne qui représente le cours. Et donc, les deux colonnes seront numéro étudiant et code cours. La clé primaire de cette table sera composée de ces deux colonnes numéro étudiant et code cours. Et comme vous le voyez, cette combinaison va représenter chaque ligne de manière unique. Car si un étudiant a suivi plusieurs cours, c'est le code du cours qui va changer dans la clé, ce qui va assurer que chaque ligne est identifiée de manière unique parce que la clé primaire ne va pas se répéter. Et si un cours est suivi par plusieurs étudiants, c'est le numéro d'étudiants qui va changer et donc la clé primaire composée de ces deux valeurs ne va pas se répéter. Donc dans cette table, chaque ligne est identifiée de manière unique en utilisant le numéro étudiant et le code cours et donc la clé primaire sera la combinaison de ces deux colonnes. Après avoir déterminé la clé primaire de notre table, nous allons vérifier la deuxième condition de la deuxième forme normale. Les attributs non clés doivent dépendre totalement de la clé primaire, c'est-à-dire qu'ils doivent dépendre en même temps du numéro étudiant et code cours, et nous allons étudier les attributs non clés de notre table un par un. Commençons par la première colonne, prénom étudiant. Est-ce que prénom étudiant dépend de numéro d'étudiant et code cours en même temps? La réponse est non. C'est clair qu'on a prénom étudiant, donc on ne parle que de l'étudiant. Donc prénom étudiant ne dépend que de numéro de l'étudiant parce que le code du cours n'a rien à voir avec l'étudiant. Et donc cet attribut prénom étudiant dépend partiellement et non totalement de la clé primaire parce qu'il ne dépend que de numéro d'étudiant seulement et pas de numéro étudiant et code cours en même temps. Donc cet attribut ne respecte pas la deuxième condition de la deuxième forme normale. Passons aux attributs non étudiants, date d'inscription de l'étudiant sur le site et l'email de l'étudiant. Ces attributs sont pareils au prénom étudiant. Ils ne dépendent que de numéro d'étudiant seulement, donc ils ne dépendent que partiellement de la clé primaire et non totalement, alors ils ne respectent eux aussi la deuxième condition de la deuxième forme normale. Et donc nous avons les attributs prénom étudiant, non étudiant, date d'inscription sur le site et email. Ils dépendent tous de numéro d'étudiant seulement et ils ne dépendent pas totalement de la clé primaire. Passons maintenant aux attributs non cours, code professeur, prénom professeur et nom professeur. Est-ce que ces attributs dépendent de numéro d'étudiant et code cours en même temps ou ne dépendent que d'une partie de cette clé primaire? Logiquement parlant, ces attributs ne dépendent que de code cours, donc que d'une partie de la clé primaire. Le nom du cours, les identifiants du professeur n'ont rien à voir avec les étudiants. Les étudiants sont à part, les cours sont à part et les professeurs sont à part. Mais ils sont liés à code cours seulement. Donc ils dépendent partiellement de la clé primaire et non pas totalement. Donc ils ne respectent eux aussi la deuxième condition de la deuxième forme normale. Et les derniers attributs que l'on va traiter sont date d'inscription de l'étudiant dans le cours, le montant payé et le grade obtenu par l'étudiant. Est-ce que ces attributs dépendent totalement ou partiellement de la clé primaire? Donc pour l'attribut date d'inscription par exemple, on voit que ça correspond à la date d'inscription de l'étudiant dans le cours. Donc là, on a par exemple le 6-6-2021, ça correspond à la date d'inscription de l'étudiant Chris Muraille dans le cours Algèbre linéaire pour la data. Donc même dans la formulation de notre phrase, on dit de l'étudiant dans le cours. On associe étudiant et cours, donc c'est clair que la date d'inscription dans le cours, c'est un attribut qui dépend de numéro d'étudiant et numéro de cours à la fois, et donc il dépend totalement de la clé primaire. De même pour le montant payé, il s'agit du montant payé par un étudiant donné pour suivre un cours donné. Ce montant que l'on a par exemple de 8,57 $ dans la deuxième ligne correspond au montant payé par l'étudiant Amin Nahal pour suivre le cours programmation Python et donc le montant payé dépend lui aussi de numéro d'étudiant et numéro de cours.
Même chose pour le grade, il dépend totalement de la clé primaire composée de numéro étudiant et numéro de cours car il correspond au grade obtenu par un étudiant dans le cours qu'il a suivi. Donc pour ces trois derniers attributs, ils dépendent totalement de la clé primaire. Alors dans cette table, nous avons des attributs qui dépendent partiellement de la clé primaire, donc cette table ne suit pas la deuxième forme normale, et il y a des attributs qui dépendent totalement de notre clé primaire. Alors comment pourrait-on transformer cette table en deuxième forme normale pour que chaque attribut non clé dépende totalement et non partiellement de la clé primaire? Eh bien, pour faire cela, nous allons en premier lieu résumer ce qu'on vient de dire et associer chaque attribut à la colonne dont il dépend. Nous avons donc prénom étudiant, nom étudiant, email et la date de l'inscription de l'étudiant sur le site ne dépendent que de numéro d'étudiant comme on a vu. Nom cours, code professeur, nom et prénom professeur ne dépendent que du code du cours. Et finalement, nous avons la date d'inscription dans le cours, le montant payé et le grade. Ils dépendent de code cours et numéro étudiant. Pour convertir cette table en deuxième forme normale, nous devons décomposer la table initiale en des sous-tables séparées. Nous devons aussi déplacer les attributs non clés qui dépendent partiellement de la clé primaire dans les sous-tables. Et finalement, nous devons recopier les clés primaires dans les tables correspondantes. Alors appliquons cela sur notre table étudiant cours. Nous avons le prénom d'étudiant, le nom de l'étudiant, l'email et la date d'inscription de l'étudiant sur le site seront dans une table. Et dans cette table, nous allons ajouter l'attribut numéro d'étudiant qui sera la clé primaire dans cette table que l'on va nommer table étudiant. Alors nous avons, puisque prénom étudiant, nom, email et la date d'inscription dépendent de numéro étudiant, donc c'est clair que numéro étudiant sera la clé primaire qui va identifier chaque étudiant de manière unique. De même pour les attributs nom cours, code professeur, nom professeur et prénom professeur seront eux aussi dans une table indépendante à laquelle nous allons ajouter code cours qui jouera le rôle de la clé primaire car le code du cours va nous permettre d'identifier chaque cours de manière unique. Donc cette table, on va la nommer cours. Et finalement, les attributs date d'inscription dans le cours, le montant payé et le grade vont rester dans la table étudiant cours tout en gardant aussi le numéro d'étudiant et code cours. Dans la table initiale, donc étudiant cours, nous avons supprimé toutes les colonnes qui dépendent partiellement de la clé primaire et nous n'avons gardé que les colonnes qui dépendent totalement de la clé primaire. Donc dans toutes ces tables, l'ensemble des attributs non clés dépendent totalement et non partiellement des clés primaires. Comme ça, on a pu obtenir la deuxième forme normale. Alors que sera maintenant l'impact de la deuxième forme normale sur notre table? Premièrement, elle va permettre de supprimer une grande partie des redondances. Et les attributs non clés de chaque table dépendront totalement de la clé primaire et non partiellement. Alors là, même si on vient de dire que la deuxième forme normale supprime les redondances comme le voyez dans nos trois tables, donc on n'a pas beaucoup de données qui se répètent. Là, par exemple, dans la table étudiant cours, si on veut savoir qui est l'étudiant qui a suivi un cours, on prend juste son code et on le cherche dans la table étudiant. De même, si on veut savoir quel cours suivi, on prend aussi le code du cours et on le cherche dans la table du cours nouvellement créé. Mais malgré cela, il reste encore une partie des redondances non supprimées dans la deuxième forme normale et qu'on n'a pas pu éliminer. Il s'agit ici de code professeur, nom professeur et prénom professeur. Ces trois attributs vont se répéter à chaque fois que l'on a des professeurs qui vont proposer plusieurs cours. Donc la deuxième forme normale, même si elle élimine une partie de redondance, elle représente toujours encore des redondances que l'on ne peut pas éliminer et que l'on doit encore supprimer, et cela en procédant à la troisième forme normale que l'on va traiter dans la vidéo suivante. À très bientôt.